So welcome, bienvenue tout le monde to the homelessness session of the Bienvenue à cette session sur les sans-abri. C'est une rencontre bilingue. Nous avons les services d'interprétation simultanée. Vous pouvez vous exprimer dans la langue de votre choix. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sonia Pitré, co-présidente de la séance. Je représente la stratégie pour les sans-abri à Emploi et Développement Social Canada. Je suis analyste principal chargé de la mobilisation communautaire et de la diffusion du savoir. Je suis accompagné de Christine Olinsky, qui est gestionnaire de programme à l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine. Nous allons co-présider la rencontre au nom de nous tous. Je remercie Christine d'avoir accepté d'être coprésidente. Merci Sonia, bienvenue à tout le monde. Donc pour cette séance, nous avons le plaisir d'essayer quelque chose de nouveau. Nous allons proposer une visite de programme à Ottawa de gens qui s'occupent de sans-abri, mais d'abord, pour rejoindre le thème de la rencontre CNRL, qui est pourquoi le logement est important. Après la présentation, nous nous répartirons en deux groupes et chaque groupe rendra visite à l'opération Come Home, retour à la maison, ou à la société John Howard qui travaille dans le domaine de services de justice de santé mentale pour stabiliser les personnes qui autrement seraient sans abri. Alors, je vous avertis que nous allons partir à 13h45. Nous vous donnerons davantage de détails sur le transport tout à l'heure. Nous assurons d'abord une vidéo dans les deux langues officielles, une diffusion vidéo dans les deux langues officielles. Ce sera accessible sur le site vidéo du CNRL. Alors, avant de débuter la rencontre à proprement pas parler, quelques aspects touchant à l'organisation. S'il vous plaît, veuillez couper votre téléphone cellulaire parce que cela altère le signal pour l'interprétation simultanée. Quand vous parlez, veuillez vous servir du micro. N'oubliez pas de le brancher et de le couper et surtout de vous présenter quand vous intervenez. Par ailleurs, je vous demanderai de prendre votre votre feuille d'évaluation dans la trousse qui vous a été remise. Nous tenons à obtenir vos réactions pour améliorer la planification des prochaines rencontres. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'intervenante d'aujourd'hui, Shirley Van Busker, qui est administratrice principale de programme du service de réfugiés, des programmes pour les sans-abri du service de logement de la ville d'Ottawa depuis 2011. Elle est responsable du portefeuille des programmes pour les sans-abri et les services résidentiels centres d'accueil. Shirley travaille à la ville d'Ottawa depuis 21 ans. Elle y a occupé divers postes au sein des services sociaux et communautaires, notamment en première ligne et en tant que coordinatrice des cas et superviseurs pour le programme Ontario de travail et à titre de gestionnaire de programmes au service d'emploi. En ce moment, Shirley travaille avec la collectivité à la mise en œuvre à l'approche de logement d'abord. Elle va nous présenter elle va présenter les deux sites que nous allons visiter. Bienvenue à Shirley. Thank you, everybody. Merci. Great. If I had known we would being webcast. Si j'avais su que j'étais à la télévision, j'aurais été me remaquiller. Alors, merci beaucoup pour cette invitation pour vous parler un petit peu de la ville d'Ottawa, de ce que nous faisons et comment nous reconcevons le système d'accueil des sans-abri à Ottawa. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ce que nous faisons à l'échelle locale.
Thank you. So I wanted to give a little bit of an overview. Alors, petit aperçu des services de logement et de notre direction générale. Nous sommes 4 unités, l'unité des logements sociaux. D'abord, nous avons 22 500 logements avec 56 fournisseurs et propriétaires. Par ailleurs, nous supervisons le contrat de la liste d'attente centralisée sur laquelle sont inscrits environ 10 000 ménages. Et pour moi, c'est le programme des sans-abri. C'est une unité qui supervise les centres d'accueil, le financement et qui travaille avec les partenaires dans la communauté pour offrir les services. Nous assurons la supervision des contrats, comme je le disais, et il s'agit de logements en centre d'accueil. Nous avons 31 centres d'accueil, environ 1 millier de personnes. Et nous avons une autre unité qui est l'unité des logements abordables, unité distincte. Nous recevons de l'argent de la province et du fédéral à ce titre. Nous avons aussi des refuges d'urgence. Nous exploitons et gérons 2 refuges d'une capacité de 260 lits. Nous avons également signé des contrats avec 8 fournisseurs offrant 700 lits en refuge d'urgence et nous subventionnons plus de 110 maisons de chambre et en assurons la coordination. Voilà notre plan décennal. Nous avons tenu une vaste consultation avec les différents intervenants et le dessin que vous voyez ici répond à la suite d'un projet de carte postale où l'on parle un petit peu des différents éléments et nous avons nous avons demandé aux gens de faire des cartes postales pour savoir ce que veut dire une demeure pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une maison? C'était ça la question posée. Notre plan vise à répondre à un ensemble de besoins. C'est la même chose partout au Canada. C'est une exigence en vertu de la nouvelle loi sur les services de logement. Nous avons donc ce plan qui a été élaboré et qui est le regroupement de tous les plans locaux. Nous avons 3 priorités. D'abord, il faut que tout le monde ait un chez-soi. Il est question de structurer les différents besoins, de les regrouper. Il est question de construire, d'acheter des bâtiments, mais aussi de s'assurer que le stock de logements est en bon état et qu'il est bien géré. Les gens doivent recevoir le soutien dont ils ont besoin pour conserver leur logement. Il faut que les gens deviennent sans-abri et accès à des logements qui soient pleinement intégrés. Et c'est le cas donc des personnes qui sont sans domicile ici à Ottawa. Ottawa a un réseau de logements intégrés qui répond aux besoins des résidents en matière de logement et de soutien et nous coordonnons la planification pour assurer un financement adéquat. Où en étions-nous en 2007-2010 Nous avons fait des progrès au cours avec le dernier Conseil. Dans les 5 dernières années, nous avons assisté à une réduction de la population des sans-abri grâce à des investissements ciblés. Et d'abord, il y a l'équipe du côté de l'Armée du Salut. Sur une période de 5 ans, nous sommes passés de 120 à 140 personnes qui étaient sans-abri. C'était un recensement dans la rue et il y a 2 jours, nous avons constaté qu'il y a 15 personnes qui couchaient hors centre d'accueil. Comme on voit la population, ça nous permet de recenser donc ce programme, le nombre de personnes qui sont sans abri.
Il y a aussi des familles qui ont besoin d'un appui. Il y a une diminution de 18%, 30% en fait de 2007 à 2014. Et il y a une toute petite partie de gens qui attendent, qui sont des demandeurs de logements sociaux. Il y a une diminution de 4%. C'est quand même relativement faible. Il y a un déficit estimatif de 17 millions de dollars pour la réparation aux logements sociaux. Ça, c'était en 2007-2010. Et maintenant, c'est plus de 17 millions de dollars, dont 5 millions dans le budget de base. Nous avons 260 unités de logement abordables qui sont bâties en plus, 140 personnes qui sont visées par le programme Rénovation Ontario. Nous avons l'année dernière investi 7,1 millions de dollars dans le financement dans le fonds de réparation. Excusez-moi, je ne pensais pas avoir avancé la diapositive. J'ajoute des chiffres sur le côté. En fait, j'ai ajouté les chiffres ce matin, donc ils ne sont pas sur la diapo. Alors, le système d'accueil des sans-abri, j'en parlerai un petit peu plus tard. Nous avons lancé une communauté interdépartementale au sein du ministère, où tout le monde, de la planification au service juridique, en passant par les paramédics, est consulté. Nous avons 2 groupes de travail en communication, en mobilisation et également en représentation. Nous parlerons un petit peu plus tard de la façon de mesurer les progrès, c'est-à-dire c'est un modèle axé sur les résultats, sur l'évaluation des résultats. Nos objectifs ambitieux. Pour 2024, personne n'est sans abri, élimination de l'itinérance chronique, refuge d'urgence adéquat pour les séjours de moins de 30 jours. Pour l'instant, il y a des gens qui restent en accueil 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. À Ottawa, les refuges deviennent un logement de facto, c'est-à-dire il n'y a pas d'exigence, on ne limite pas la durée et il y a des gens qui passent énormément de temps. Et nous voulons donc que les refuges soient cela, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de résidence permanente. Nous voulons réduire le nombre de personnes qui attendent un logement. Nous voulons avoir une augmentation des services de soutien répondant aux besoins des résidents, un inventaire de logements sociaux en bon état, une intégration complète du secteur du logement local et un financement adéquat et durable de tous les ordres de gouvernement. Nous avons évidemment beaucoup d'occasions à saisir. D'abord, il y a le programme, l'initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités. Il y a 5 flux de financement. Enfin, ça, c'était comme cela que ça existait avant. Et maintenant, tout ça a été regroupé. Et nous avons une certaine souplesse du point de vue du financement pour répondre aux besoins de la communauté. Aussi, investissement de la ville dans le secteur du logement et de l'itinérance en 2014-2020. Il y a eu élargissement du programme d'investissement dans le logement à 14 millions de dollars. C'est la stratégie, le programme plutôt d'investissement dans le logement abordable de l'Ontario. Il est question d'éduquer les jeunes, de lancer des programmes en mentorat et en leadership. Et puis, il y a la stratégie des programmes de lutte contre des partenariats de lutte contre l'itinérance a été étendue de 2015 à 2019. Il y a également la possibilité d'accéder à des parcelles, des réserves et des redevances d'aménagement. Et nous notons que nous travaillons avec les partenaires de la communauté pour optimiser les ressources des intervenants. Et ce qui est très important, c'est que le maire et le conseil ont décidé de réinvestir toutes les économies de la mise en œuvre de notre plan dans le logement et les sans-abri. Si l'on économise à ce chapitre, on réinvestit à ce chapitre. Le maire
Tout à fait d'accord. Donc, a ajouté 2 millions de dollars aux 14 millions déjà prévus, ce qui veut dire 14 millions plus de 16 millions cette année, 18 millions lors du prochain mandat. Donc, notre maire s'intéresse beaucoup à cette question des sans-abri et du logement. Est-ce que vous connaissez la responsabilité active sur les résultats de Mark Freeman pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre d'un plan décennal? On examine les indicateurs de la population, de même que les rendements atteints. Alors, par exemple, l'objectif serait qu'il y aurait une population spécifique au sein de la grande population d'Ottawa et l'on déterminerait d'après des indicateurs ce que donnent les programmes et le financement pour les personnes visées. Voici les résultats d'après les indicateurs de population. Les résultats fondés sur la responsabilité permettent de savoir ce que nous faisons, comment nous y prenons et s'il y a effectivement amélioration. Voilà grosso modo le cadre dans lequel ça s'inscrit. Ici, c'est très approché, mais nous donnons des conseils à la ville pour la mise en œuvre du plan décennal et nous sommes en train d'apporter une touche finale à toutes ces mesures de rendement. John, d'ailleurs, siège à ce groupe et il avise la ville à cet égard. Donc, financement alloué à l'itinérance à Ottawa, 5,6 millions de dollars du gouvernement fédéral au titre de la stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance et nous avons 35 millions de dollars de l'initiative de prévention de l'itinérance dans les collectivités pour payer les accueils. Également le per diem pour ceux qui exploitent les foyers, les hôtels d'accueil. Il est question donc de donner à peu près 6 millions de dollars aux partenaires. Il y a aussi le plan d'investissement pour le secteur du logement social et de l'itinérance, 14 millions de dollars cette année, dont je vous ai parlé. Et enfin, le programme de logements sociaux avec soutien, 1 million de dollars. Ça remonte à 2008, 2009. Et nous avons aidé 140 sans-abri chroniques. Et les gens qui fréquentent cela de façon, enfin les centres d'accueil de façon chronique ont effectivement des besoins particuliers auxquels nous répondons. Cette diapo vous montre que la situation à Ottawa en ce moment est la suivante. Nos chiffres ont changé. Alors vous voyez qu'il y a eu une baisse ici du nombre de clients. Donc, moins de personnes accèdent aux abris d'urgence, mais la durée de leur séjour chez nous continue d'augmenter. Pourquoi? Eh bien, des chercheurs locaux, Tim Aubrey, Susan Farrell, des chercheurs locaux, se sont penchés sur la question. Et ce que l'on sait au sujet de la population des foyers d'accueil est qu'environ 20% de la population accueillie, ce sont des usagers pour durée longue. Ils restent en général 2 ans ou plus chez nous. Nous savons que ces clients utilisent 52% des lits qui sont dans le système à l'heure actuelle. Alors, ce que cela fait, lorsque les fonds consolidés nous ont été versés par la province, les 35 millions, en fait, ont été plafonnés. Et cela a augmenté les pressions exercées sur nous. Autrefois, lorsque cet argent relevait du ministère des Affaires municipales et du logement, peu importait le nombre de personnes accueillies dans les abris, parce qu'il y avait un système de partage des coûts et la ville payait sa part. Maintenant qu'il s'agit d'une enveloppe déterminée, les dépenses augmentent et ce n'est pas une situation durable. Elle n'est plus durable. À moins de renverser la vapeur,
Nous investissons tout notre argent dans cette réaction au sans-abrisme et l'un des objectifs dont la ville parle en ce moment, c'est notre plan pour déplacer 250 des clients de longue durée dans le volet logement et soutien. D'ici 12 à 15 mois, nous sommes bien lancés. Nous avons identifié les ressources de manière à mener cela à bien. Alors, quelques statistiques. 6 520, la majorité sont des hommes, environ 5 000. Et les femmes célibataires, 980 environ. Et les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, eux, ils comptent pour 379 parmi cette clientèle. Alors, nous savons que nous devons renverser la vapeur. Nous savons que nous investissons beaucoup trop d'argent, 24 millions de dollars en 2014, pour cette seule année. Les gens ont sans doute vu cette diapo sous différentes formes. Je ne sais pas d'où Rob l'a puisé, mais nous savons que la situation n'est pas durable. Il nous faut prendre environ 40% de ce financement, 10 millions de dollars, et l'investir dans la prévention et dans des soutiens de l'autre côté. Car nous obtenons de très bons résultats côté logement à partir des abris d'urgence. Mais lorsqu'on les installe en logement, l'élément abordabilité n'était pas suffisamment cerné. Il n'y avait peut-être pas non plus suffisamment de soutien pour le long terme pour ces personnes. Nous avons donc lancé un appel d'offres et lorsque le financement fédéral pour les sans-abri a été renouvelé, il y a eu de nouvelles conditions. Cela a exigé que les collectivités, les principales, investissent 60% de cet argent dans des programmes le logement d'abord. Donc, lorsque je dis logement d'abord, est-ce que tout le monde sait de quoi je parle? Donc, nous connaissions cela. Logement d'abord, nous avions des projets. Darren Graham, là-bas, de John Howard, travaillait à l'Armée du Salut et il a géré l'une de nos meilleures équipes en matière de réponse au logement. Et nous savions que pour répondre à ce besoin fédéral, pour pouvoir mettre en œuvre notre plan de 10 ans, nous devions examiner le système de manière très holistique. Donc, nous avons pris tout notre financement pour les sans-abri au niveau fédéral, donc 6 et 5,5 millions. Nous avons versé tout cela dans la même enveloppe pour l'appel d'offres. Donc, tous ceux qui offraient des services aux sans-abri devaient refaire une demande de financement. Ce qu'on avait remarqué au niveau du financement fédéral, c'est que l'argent était investi dans d'excellents programmes et services qui aidaient les gens vraiment vulnérables, mais peut-être que ça n'était pas aussi axé sur les sans-abri qu'il aurait fallu. Et donc, ce que nous avons fait, il y a eu cet appel d'offres. Et il y a eu environ 18 millions de dollars pour 10,8 millions de dollars en financement en tout, donc 65 différentes propositions ont dû être étudiées sur un court laps de temps. Lorsque nous avons rédigé cet appel d'offres, nous avons décidé que pour que notre système pour les sans-abri, pour qu'il fonctionne bien, il nous fallait 9 fonctions clés. Nous voulions tout d'abord un service de localisation de logement. Nous avions 13 employés qui frappaient aux portes pour trouver des logements pour les gens. On abordait sans cesse les mêmes propriétaires. Alors, on a voulu coordonner la fonction. On a 3,5 personnes qui font cela, qui développe des possibilités de logement pour des personnes à faible revenu. Ensuite, on a un effort qui vise ceux qui quittent le système et on a une ligne de priorité au logement à l'intention des propriétaires. Lorsqu'on loge des gens dans le secteur privé, le locataire a un numéro pour qu'il puisse appeler pour triage, renseignement, etc. Nous savions aussi qu'il nous fallait investir davantage dans la gestion des cas en matière de logement. Donc, lorsque les gens ont des besoins modérés ou moyens ou supérieurs, l'important était d'avoir suffisamment de soutien pour que les gens rejoignent les ressources dans la collectivité, qu'ils acquièrent les compétences requises pour maintenir leur indépendance à long terme. Service d'approche, nous savions qu'il nous en fallait, mais moins. Soutien au logement général, c'est une agence de prévention du sans-abrisme. On avait des investissements dans le soutien
dans les logements en milieu de soutien et les logements de transition. Et nous avons maintenu ça. Et il y a aussi la coordination et la gestion des cas dans les refuges. Nous avions au préalable un outil d'évaluation pour les abris. Ça s'appelle SPEDAT. Vous le connaissez peut-être, cet outil. Les créateurs sont canadiens, Oracle Consulting. Et c'est un outil de décision qui mesure l'acuité ou le degré de besoin des gens pour qu'on détermine qui a le besoin d'aide le plus. Et on s'en sert pour établir un ordre de priorité pour le logement et les soutiens. Et c'est l'un de nos principes. Dans le cadre du programme Le logement d'abord, plus les gens ont des besoins, plus on essaie de leur venir en aide. Il y a une version pour les jeunes, une version pour les familles. Et ça nous procure d'excellentes données pour qu'on sache qui a besoin de foyers d'urgence et à long terme. Alors voici un petit graphique qu'on a mis au point pour résumer tout ce que nous faisons à l'échelle locale. Donc vous voyez ici que les gens se trouvent en état de sans-abrisme pour différentes raisons. Perte de logement pour des raisons financières, vous venez de quitter les services correctionnels, vous sortez de l'hôpital, vous êtes un nouvel immigrant. Donc, on pratique ce qu'on appelle la diversion active. On essaie de déterminer s'il y a un meilleur endroit où envoyer les gens, un endroit sûr. On les évalue une fois qu'ils sont dans l'abri. S'il n'y a pas d'autre solution, on établit une liste de priorités. Ensuite, on leur offre des services de gestion de cas. Et il y aura différentes filières selon leurs besoins. À Ottawa, au niveau local, nous avons un accès coordonné et décentralisé. La ville joue le rôle de coordination dans l'intérim. Donc, les abris font les évaluations. Il y a John Howard et Elizabeth Fry qui jouent un rôle. On inscrit les gens sur une liste maîtresse détenue par la ville. On a des sondeurs qui cherchent des logements et qui offrent des possibilités à la ville. Puis, on assure un jumelage. Donc, on prend la liste des personnes, la liste des gestionnaires de cas et on offre les abris ou les logements. L'abordabilité, on le sait, est une grosse préoccupation, un gros problème. Donc, nous avons assez de fonds pour des suppléments de revenus et des allocations de logement pour les gens qui quittent le système des abris. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une allocation de logement, c'est un supplément de loyer, environ 250 $ par personne par mois. Et c'est portable, portatif, donc ça se déplace avec la personne. Alors que le supplément de revenus, c'est une entente pour une unité de logement. Donc, nous avons des suppléments et des allocations pour aider les 250 usagers à long terme qu'on veut déménager. On a lancé plusieurs appels d'offres et on a 200 nouvelles unités. Darren va vous présenter le projet Gardner. Vous allez le visiter cet après-midi. On a un autre projet, 42 unités qui s'en vient cet été, et un autre projet de 48 unités prévu pour janvier 2017. Et on vient de boucler un appel d'offres pour construire encore 40 unités. Et nous avons choisi le gagnant pour construire 40 unités de plus. Donc, on identifie toutes sortes d'options de logement pour les gens qui essaient de quitter le système des abris. Voilà, c'est tout. Does anybody have any questions? Des questions? We do have some time for questions. Thank you, Shelley. Nous avons du temps pour des questions. Merci, Shelley. Kevin Sullivan, ministère des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario. Pourriez-vous nous éclairer quant à l'orientation de la ville pour ce qui est des sans-abri cachés, que ce soit en région urbaine, rurale ou chez les Autochtones? Très intéressant cette question. Ça survient tout le temps. Environ 80% des sans-abri sont cachés, en effet. Je travaille de très près avec les fournisseurs de services aux Autochtones. Nous avons fait partie de la campagne 20 000. Pendant la semaine d'inscription, on essaie de s'attaquer aux sans-abri cachés. Une partie de la population
sans abri. C'est difficile à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour aider tout le monde. On sait qu'en aidant les 250 premiers, et on est à mi-parcours, les économies ont été de 3,5 millions de dollars, pense-t-on, vers une réduction d'environ 40% dans la durée des séjours. Une fois qu'on aura aidé ce groupe-là, on pourra utiliser l'argent pour les allocations de revenus, la gestion de cas pour le groupe suivant qui aura besoin d'appui. Donc, c'est sur l'écran radar, malheureusement, et c'est terrible de le dire, parce que tout le monde mérite un chez-soi. Ils sont sur notre écran radar, mais en dessous en même temps. Alors, comment créer le mécanisme pour que tout le monde accède à cela et que ce soit abordable pour tous? John? John Dickey, Fédération des associations d'appartements. Je porte un deuxième chapeau. C'est le chapeau que je porte à la ville avec Shelley. J'ai plus un commentaire à faire, mais une question en découlera peut-être. Lorsque vous avez parlé d'allocation logement, vous avez identifié le morceau clé, disant que ça se déplace avec la personne. Pour ce qui est du montant en dollars, c'est le montant choisi par la ville d'Ottawa. Il s'agissait de faire un équilibre entre donner aux gens suffisamment d'argent pour se payer un logement avec l'aide sociale. En même temps, il s'agissait d'étaler l'argent sur un plus grand nombre de personnes. Ce sont des questions de politique. La ville d'Ottawa a aussi fait en sorte que ce soit un montant fixe en fonction de la taille des ménages. Mais c'est fixe, quelle que soit la taille du ménage. Alors, il y a la question des désincitatifs pour travailler. Ça peut être un problème, on l'a évoqué hier. Lorsqu'on touche une allocation, ça peut être un désincitatif à aller travailler. Et la façon d'éliminer le problème, c'est de veiller à ce que l'allocation de revenus soit le dernier élément qu'on retire à quelqu'un. Et il faudrait que ce soit retiré lorsque les autres choses ne le sont pas. Parce que si vous subventionnez jusqu'à hauteur de 30% du revenu, votre taux de taxation implicite n'est jamais supérieur à ce 30 ou 40%. Alors que si vous retirez l'allocation logement en même temps que vous retirez un autre avantage, alors le taux d'imposition pourrait être de 60%, voire de, Dieu nous en garde, 110%, ce qui serait un gros désincitatif. En tant que question, Shelley, est-ce que vous trouvez que les allocations logements sont une meilleure solution? C'est meilleur pour les propriétaires. Ils n'ont pas à signer un contrat avec la ville. Même chose pour la ville, qui n'a ainsi pas à signer un contrat avec le propriétaire. Donc, les gens peuvent accéder à des unités ou un propriétaire avec 10 unités peut choisir de louer une unité à une personne qui touche une allocation. Est-ce que les suppléments de revenus avec entente et les allocations sont deux solutions parallèles? Oui. Après avoir écouté les partenaires, nous avons convenu qu'il nous fallait les deux. Des personnes aux besoins modérés et élevés qui veulent quitter les abris auront peut-être besoin de plus d'aide. Les gens qui ont été détenus, par exemple, qui ont été incarcérés, ça peut être un obstacle. Une allocation de logement de 250 $ pour quelqu'un qui touche une pension d'invalidité provinciale, c'est 479 $ qu'on leur verse pour le logement, 600 $ pour l'alimentation. Alors, vous achetez les 250 à cela, ça leur donne un meilleur pouvoir d'achat pour accéder à une unité où ils n'auront peut-être pas à puiser autant dans leur budget alimentation. Pour les individus qui touchent 366 $ avec la Commission des accidents du travail, ils ne touchent que 270 $ pour la nourriture. Alors, les suppléments de revenus fonctionneront mieux pour ceux qui relèvent de la Commission des accidents du travail. Les propriétaires aiment cela. Parfois, ils sont impatients
Les temps de traitement avec les formulaires et les paiements, c'est un peu long. Et il y a des propriétaires qui disent, j'attends toujours mes $250, mais ça fonctionne bien.